Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau chapitre spécial de votre émission autour de l'actu qui fait ce jour un feedback sur les points saillants de la dernière conférence de presse du président de la République élu une première fois en 2019 puis réélu en août 2024 pour un second mandat de 5 ans. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani célébrera dans une semaine cette année au pouvoir. Ce vendredi 24 juillet 2026, le président Ghazouani faisait face à la presse. Parmi les sujets sur lesquels il est revenu, il y a celui, entre autres, de la migration irrégulière. Selon les dispositions constitutionnelles en vigueur en Mauritanie, son second mandat doit prendre fin en août 2029, date à laquelle s'achèvera son exercice de la fonction présidentielle après 2 mandats. Le président a affirmé dans la foulée qu'il ne soutiendrait aucune démarche contraire à la Constitution ou ne reposant pas sur la volonté du peuple. Mais pendant ce temps, la question d'un éventuel 3e mandat fait régulièrement l'objet de débats dans la scène politique mauritanienne. En réponse donc aux interrogations sur un éventuel 3e mandat, sans annoncer de position sur l'après 2029, le président a réaffirmé son attachement au respect du cadre constitutionnel et de la volonté populaire, tout en soulignant que sa priorité reste l'exécution de son programme jusqu'à la fin de son mandat. Le chef de l'État a indiqué qu'il lui restait plus de 3 ans de mandat et qu'il consacrerait cette période à la poursuite de la mise en œuvre du programme sur la base duquel il a été élu. Cette décision de notre émission autour de l'actualité est consacrée à l'intégralité de l'intervention en français de cette conférence de presse inédite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ramatoulaye Ba, journaliste à Info Plus. Excellence, Monsieur le Président de la République, ma question est la suivante. À travers votre mandat, d'importants projets et investissements ont été engagés dans différents secteurs et à travers plusieurs régions du pays. À la lumière de ces réalisations, quel regard portez-vous sur leur impact en matière de développement? Estimez-vous que l'action publique a véritablement permis de garantir une équité territoriale, notamment au bénéfice des régions de la vallée du fleuve Sénégal? Merci. Non, s'il vous plaît, vous pouvez répéter un peu pour que je prenne. D'accord. Au cours de votre mandat, d'importants projets et investissements ont été engagés dans différents secteurs et à travers plusieurs régions du pays. À la lumière de ces réalisations, quel regard portez-vous sur leur impact en matière de développement? Estimez-vous que l'action publique a véritablement permis de garantir une équité territoriale, notamment au bénéfice des régions de la vallée du fleuve Sénégal? Merci. Moi, je pense que le développement, de façon générale, ne doit pas être une action figée. C'est plutôt une action dynamique, continue et permanente. Pourquoi il est comme ça? C'est parce que c'est comme ça en raison du lien très étroit entre le développement et les aspirations des populations. À chaque fois qu'un besoin est satisfait de façon générale, il crée sa satisfaction, crée un nouveau besoin. C'est pas pour dire que c'est pas normal, c'est bien normal. C'est même naturel. Et c'est aussi légitime pour nos populations et pour d'ailleurs les populations qui ne sont pas les nôtres. C'est à peu près quelque chose que l'on peut renvoyer à la nature humaine. Je pense qu'on peut prendre des exemples pour voir un peu. Pour une famille qui n'avait pas d'eau pour boire, elle peut être satisfaite avec un puits ou avec un forage. Mais si cela est fait, et s'il s'agit d'une localité quelconque, on va demander que le réseau soit là. Après que le réseau est construit et que le problème d'eau ne se pose plus,
on va demander l'électricité. Et pour une personne qui marche pour se déplacer, qui n'a pas de moyens de locomotion, elle peut aspirer à avoir un vélo. Et si elle a un vélo, elle va aspirer à avoir une moto. Et après la moto, ce sera la voiture. Et vice-versa. Pour une localité qui cherche du désenclavement, elle va chercher après une piste. Et après une piste, elle va chercher une route bitumée. Et vice-versa. Donc c'est la nature humaine. Mais cela ne veut pas dire, si je l'explique comme ça, ce n'est pas pour dire non c'est trop. Non, c'est pour dire que c'est humain, que c'est naturel et que c'est aussi légitime. C'est pourquoi je ne peux pas dire que je suis satisfait des réalisations déjà faites. Parce que nous devons continuer encore à faire mieux, à multiplier davantage les réalisations. Et notre pays, effectivement, en a besoin. Ces dernières années, effectivement, des réalisations importantes ont été faites. Il y a eu une nette accélération des investissements dans les infrastructures. Il y a eu le développement des secteurs productifs, les services publics ont été renforcés, donc des réalisations de tous ordres en réalité. Mais je reviens là-dessus pour dire que ce n'est pas toujours suffisant. En ce qui concerne le deuxième volet de votre question par rapport à la région de la vallée, vous avez évoqué un problème d'équité territoriale. Je pense que les régions de la vallée du fleuve ne sont pas hors jeu en réalité dans toutes ces actions de développement qui sont faites. Mais je préfère quand même expliquer notre approche par rapport au développement. Notre approche ne consiste pas à dupliquer les mêmes investissements de façon identique dans nos régions. Sauf pour un seul volet, c'est celui des infrastructures et des services de base. Quand on parle de l'eau, quand on parle de l'école, quand on parle de la santé, quand on parle de l'électricité, ça c'est des services dont toutes nos régions ont besoin. Et là, effectivement, on peut dire que nous travaillons de façon identique en ce qui concerne la part de chaque région. Et sur ceci, je sais bien que les régions de la vallée du fleuve sont loin, très loin d'être oubliées. Je pourrais donner des exemples après. Je vais donner d'ailleurs des exemples, pas après maintenant. Pour la région, par exemple, du Gorgol, ça part des programmes régionaux et de 19 milliards d'euros. Pour la région du Brakna, du Guidimara, qui représente à peu près 9 à 10% de la population nationale, elle a 15% des programmes régionaux. Elle a à peu près 12 milliards d'ouguiya, d'anciennes ouguiya bien sûr.
pour sa part. Ça, j'ai cité des exemples comme ça, bien sûr, à titre d'exemple. Donc, cette approche-là consiste pour nous, surtout après avoir réparti de façon équitable tout ce qui relève des services sociaux. Quand il s'agit d'investissement, ma façon est de procéder par identification des caractéristiques propres à chaque région. C'est-à-dire que quoi? On va dans chaque région pour valoriser les potentialités que nous avons dans cette région. Et si l'on prend l'exemple de nos régions de la vallée, nous ambitionnons beaucoup le rôle qu'elles doivent jouer dans notre souveraineté alimentaire. Donc, c'est pour nous des régions qui ont de fortes potentialités dans le domaine de l'agriculture. C'est pourquoi nous y sommes. Et nous avons déjà aménagé des milliers d'hectares, ou même plus que des milliers, dans ces régions-là. Nous avons construit des canaux d'irrigation pour permettre d'irriguer ces périmètres. Et nous avons mis les équipements qu'il faut pour moderniser l'agriculture dans ces régions. Donc, comme je l'ai dit, ça, je n'ai pas besoin de tellement expliquer dans ça, parce que je dis que notre façon de voir les choses est de voir qu'est-ce qui peut être fait dans chaque région en tenant compte des potentialités qu'elle renferme pour valoriser ces potentialités. Je vous remercie. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques défis. Alors j'aimerais revenir sur cet aspect de cette année que vous venez de passer au pouvoir pour vous demander quel est le plus grand défi que vous avez rencontré au cours de cette année et quel est aussi le défi auquel vous faites face actuellement dans l'exécution de votre programme Mon ambition pour la patrie. Et pour positiver un peu, est-ce qu'il y a un projet en cours, un grand projet en cours qui pourrait porter fruit de façon imminente? محمد لو سمحت السؤال واحد هذا سؤال مركب. Et l'annoncer, projet. est-ce qu'il y a actuellement un grand projet en cours d'exécution dont les fruits tomberaient de façon imminente et que vous pourrez annoncer aux Mauritaniens? Merci. Par rapport aux défis de façon générale, malheureusement, je ne peux pas vous répondre avec précision par rapport à un défi quelconque. Vous avez évoqué un défi d'une année précisément. De façon générale, je pense que dans ce métier, ce n'est pas les défis qui manquent. Et chaque étape a des défis. D'ailleurs, toujours plus qu'un seul défi. De façon générale, je considère que le plus grand défi que nous avons, pas pour une année, parmi les années passées, ni pour aujourd'hui, mais je crois que c'est encore pour quelque temps, notre plus grand défi, c'est
la continuation au plus de l'exécution ou de la mise en œuvre de notre projet dans un environnement régional et mondial complexe comme celui que nous vivons, un environnement marqué par l'instabilité et surtout la difficulté de faire une bonne lecture des situations que nous vivons et même des situations qu'on attend demain ou cet après-midi ou demain, parce que c'est tellement rapide, c'est tellement instable, c'est tellement difficilement lisible que cela nous pose ou nous cause problème. Notre seule consolation, c'est quoi? C'est que nous considérons que nous ne sommes pas les seuls à être dans cette situation d'incertitude ou dans cette situation où personne n'a une véritable visibilité par rapport à ce qui attend notre monde. مقبول عميد كسامر تفضل. الكسيما جاغانا تفضل. Le nom, s'il vous plaît. كسامة جاغانا. Diplomatie dans la région du Sahel. Tout récemment, vous avez reçu le nouveau président du Bénin. Et on sait que dans cette région du Sahel, tout récemment également, l'Algérie et le Mali se sont réconciliés dans un contexte où les attaques terroristes deviennent de plus en plus virulentes. En fait, ce qu'il faut poser comme question, c'est que vous, à votre niveau, quel est le rôle concret que la Mauritanie peut jouer en termes de coopération et surtout en termes de diplomatie positive. L'autre versant maintenant de la question sécuritaire peut être lié à ce qu'on appelle la souveraineté économique face à cette question de l'énergie où le monde aujourd'hui est fait face à des pénuries. Alors, où en est la Mauritanie en termes de stock? Est-ce qu'avec vos services qui s'occupent un peu du secteur de l'énergie, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de ce que la Mauritanie a comme réserve pour les hydrocarbures où il y a une crise remarquable? Merci. Moi, je pense que notre pays a une bonne position géographique. Et quand on est en bonne position géographique, cela peut vouloir dire que c'est une position je disais qu'effectivement, notre pays occupe une bonne position géographique. Quand on le dit comme ça, c'est-à-dire qu'elle peut aussi être qualifiée par stratégique. C'est-à-dire que nous sommes entre deux mondes auxquels nous appartenons. C'est le monde du continent africain et le monde arabe. D'ailleurs, ça ne les éloigne pas tellement parce que même le monde arabe auquel nous appartenons directement est lui-même partie intégrante de l'Union africaine. Mais
nous ne devons pas ne pas mettre en exergue et en œuvre cette position stratégique. Et par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est sur ça que je considère que nous avons un grand travail à faire pour permettre à notre pays, et facilement, ça, ce n'est pas compliqué, beaucoup plus de visibilité en travaillant sur ces deux mondes auxquels nous appartenons. Oui, j'ai reçu effectivement la visite du président du Bénin et j'ai été récemment, il y a 2 ou 3 jours ou une semaine, je ne sais plus, invité d'honneur pour participer à un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. C'était intéressant parce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est ici. Et l'économie est un domaine important. Tout ce qui est échange ou tout ce qui peut créer des liens entre nous et ces pays d'Afrique de l'Ouest, nous considérons que c'est quelque chose qui contribue à une meilleure situation économique. Nous avons déjà un accord d'association avec la CEDEAO, mais il reste à le ratifier au niveau des pays de la CEDEAO. C'est quelque chose comme, on appelle ça un accord d'association. En fait, c'est quoi? C'est une espèce de partenariat qui va permettre à la Mauritanie, effectivement qui n'est pas membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, à pouvoir commercer avec ces pays dans des conditions qui lui sont favorables. Ça va nous permettre de pouvoir exporter des produits que nous avons et qui peuvent intéresser nos voisins de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était des choses dans ce sens-là. Mais je considère que cette invitation et d'autres, tout cela, même si c'est important, rentre dans le cadre de l'économie, ça rentre surtout dans le cadre d'un peu plus de visibilité qui existe maintenant pour notre pays. Et nous pouvons nous en féliciter. C'est important pour nous. Nous voulons encore avancer dans ce cadre-là. Et nous le faisons aussi avec nos frères du Nord, de façon générale. Je parle des pays du monde arabe. En ce qui concerne la sécurité énergétique, de nos jours est un enjeu stratégique pour les États. Notre pays est bien sûr concerné par ces aspects de la sécurité énergétique, aussi bien dans ses approvisionnements que dans ce qu'il y a lieu de faire justement pour éviter les pénuries, ou ce qu'il y a lieu de faire pour avoir suffisamment des installations de stockage qui nous permettent d'avoir plus de souffle et plus de réserve. Donc notre responsabilité, c'est vrai, notre responsabilité est de travailler sur ces aspects-là pour tenir compte des risques que peut engendrer l'insécurité énergétique. Et sur ce plan, depuis le début, quand on avait fini avec cette situation de Covid dont on parlait, l'une de mes priorités était justement d'essayer de faire quelque chose sur ce sujet-là. Nous, on avait à cette époque-là une capacité de 182 000 mètres cubes en Ouadhibou.
et une capacité de, je crois, de 60 000 mètres cubes en Nouakchott. Il faut dire que c'est les mêmes capacités, et c'est ça le problème, c'est les mêmes capacités qui existent depuis l'indépendance. Parce que les capacités, les installations, les infrastructures de stockage qui sont à Nouadhibou c'est à peu près, c'est les constructions ou les stockages ou les infrastructures de stockage pour la raffinerie de pétrole qui existait, paraît-il, depuis les années qui ont suivi l'indépendance à Nouadhibou. C'est quand cette raffinerie n'était plus là et que ces installations-là étaient restées qu'il a été décidé certainement à cette époque-là de les transformer au moins pour nous permettre de nous en servir pour faire du stockage des stocks. Ce qu'il y a à Nouakchott, je ne sais pas depuis quand, c'est 60 000, mais je pense que c'est aussi depuis assez longtemps. Ce sur quoi nous nous sommes attelés, et c'était d'abord c'était pour, au niveau de Nouadhibou, ces installations dont j'ai parlé n'étaient pas étaient en assez mauvais état, parce que j'ai dit qu'elles ont une capacité de 182 000 mètres cubes, mais ça c'est théorique, parce qu'elles ne pouvaient pas contenir justement ces quantités de carburant du fait de leur vétusté et des dégâts qu'ils ont subis à travers leur vie, leur histoire. Donc la première chose qu'on avait faite, c'est d'entamer la remise en bon état de ces installations-là. Et elles sont déjà dans cet état, en très bon état, et elles peuvent prendre les capacités qui, théoriquement, pouvaient leur être envoyées. Au niveau de Nouakchott, nous avons lancé la construction de 123 000 pour les constructions de stockage pour une capacité de 123 000. C'était deux projets. Un projet pour la construction de 23 000, un autre projet pour la construction de 100 000. Le projet de construction de 23 000 que nous avons réalisé sur presque des ressources propres à l'État à travers la SMH est déjà fini. Il n'y a plus rien à faire, on peut y mettre du carburant aujourd'hui, mais c'est la SMH, et à juste titre, qui tient à ce qu'elle ne décharge pas cette infrastructure avant que les systèmes d'incendie, de la lutte contre l'incendie, soient déjà mis en place. Et donc, ça arrive certainement bientôt. Pour l'autre projet, c'était la construction des 100 000 mètres cubes. C'était un projet sur 3 ans. Je pense que ça doit finir et être réceptionné en fin de l'année en cours, je crois, en décembre. Tout cela était pour nous permettre, c'est fait justement dans le cadre de votre souci, pour faire le maximum dans le sens de garantir notre sécurité énergétique, bien sûr sur d'autres plans, et pour justement économiser les devises qui partent pour l'achat des hydrocarbures, notamment le fioul et le gasoil. Pour les centrales électriques, nous avons ces deux projets-là qui sont très importants, dont la centrale qui va fonctionner avec notre gaz
et qui va fournir de l'électricité à partir du gaz mauritanien, et la centrale aussi dans le cadre du fait de profiter de nos ressources naturelles, notamment du soleil, pour la centrale solaire, qui elle aussi, chacune des deux centrales, va être normalement d'une capacité de 230. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question qui va toucher un peu à ce que vous venez de dire dans votre introduction concernant le passif humanitaire. Donc, plus de 30 ans, après les événements liés au passif humanitaire, les familles des victimes, leur attente ne se limite pas tout simplement à la réparation matérielle. Elle porte aussi sur la mémoire, la vérité et la justice. Dans le cadre de votre démarche d'apaisement et surtout votre démarche concernant l'unité nationale dont vous avez fait allusion, l'État mauritanien ne se ferait-il pas le devoir, la responsabilité d'engager un débat franc impliquant les leaders religieux, les spectres politiques et les acteurs des droits de l'homme pour essayer de solder dans une démarche inclusive le dossier du passif humanitaire. Autrement dit, la seule réparation matérielle ne risquerait-elle pas de s'apparenter à une sorte d'impunité, voire même d'amnistie accordée aux présumés auteurs? Je vous remercie. Notre unité nationale est l'un des piliers essentiels qui contribuent à nous garantir notre sécurité, notre stabilité et notre développement. Mais comme je l'ai dit autrefois à Kaïdi, notre peuple n'est pas une exception à d'autres peuples, ou à plusieurs d'ailleurs. Comme beaucoup d'autres, notre passé a laissé des blessures qui ont touché des individus, parfois des groupes, des différentes composantes de notre société. Le passif humanitaire est justement l'un de ces dossiers sensibles de notre passé. Il a des efforts, mais ça, je crois que nous le savons tous, ont été accomplis dans le sens de trouver, par le passé, je parle d'il y a depuis quelques dizaines d'années, il y a eu des efforts qui ont été fournis pour finir avec ce dossier, aussi bien dans les cadres que vous avez évoqués, réparation, de toute façon, il y a eu ces tentatives-là. Elles n'ont pas été inutiles, mais
elles n'ont pas aussi permis de clore ce dossier. C'est pourquoi je trouve de ma responsabilité et ma conscience, aussi bien responsabilité que conscience me dictent toutes les deux. De faire aussi un nouvel effort pour pouvoir clore ce dossier, mais le clore définitivement. Et je préfère que cet adverbe soit souligné, c'est-à-dire que cela soit clos, mais pour que aussi ne viennent pas d'autres et commencent à essayer, parce que quand même, nous devons toujours tirer des leçons de nos expériences. Et je ne veux pas que ce que nous sommes en train d'essayer de conclure finisse de la même façon, parce que ce qui a été fait, ça ne l'a jamais été par un effort individuel. Même celui que nous sommes en train de chercher à mettre en œuvre ou d'exécuter, ce n'est pas mon effort en tant que personne. Ça, c'est l'État mauritanien qui, par le passé, a effectivement cherché des solutions pour ce dossier. Mais ça n'a pas été fini. Maintenant, la différence avec les tentatives passées est que nous tenons à ce que si une solution, nous voulons pouvoir trouver une solution définitive, et nous tenons à ce que si elle a lieu, elle ne doit pas laisser de place à d'autres tentatives. Ça doit être clos, comme je dis, clos et définitif. En réalité, moi, je pense que tout cela, on le fait pourquoi? Le fait pas. Moi, je suis convaincu qu'un peuple qui ne peut pas dépasser les mauvais moments de son passé n'a pas beaucoup d'avenir. Donc, il faut toujours pouvoir tourner des pages. Bien sûr, je ne veux pas qu'elle soit tournée comme celle-là pour être tournée. Il faut créer les bonnes conditions qu'il faut pour tourner la page. Et je pense aussi qu'il est un intérêt national que les fils, l'ensemble des fils de ce pays, puissent contribuer à sa construction sans obstacle. Et là, je parle d'obstacles moraux. Donc, il faut pouvoir dépasser ça. Et tout cela dans le cadre de quoi? Dans le cadre de la recherche, de tout ce qui peut renforcer notre unité nationale. Par rapport à ce qui est déjà fait, effectivement, depuis les premières années, il y a maintenant presque 3 ans, j'ai essayé doucement, parce que je considère que toutes ces approches-là pour des dossiers comme celui-ci doivent être faites dans la sérénité et pour pouvoir
espérer qu'elle puisse produire des résultats. Donc, comme je l'ai dit, depuis cette période-là, j'ai identifié certaines personnes ressources. Je les ai mises en contact avec le commissariat aux droits de l'homme pour leur demander à tous, aux uns et à l'autre, de prendre contact avec les ayants droit, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, pour voir si l'on peut trouver une solution, mais une solution qui soit celle que je décrivais. Au stade où nous sommes, les étapes déjà franchies sont encourageantes et même, je dirais, satisfaisantes. Et un bon travail a été déjà accompli dans ce sens-là, bien qu'il y a peut-être des petits réglages ou des détails qui seront encore posés, mais je n'imagine pas qu'ils vont être un obstacle pour tout ça, parce qu'ils sont minimes par rapport à l'essentiel. Par ailleurs, quand j'ai dit au tout début que notre pays ou notre peuple sont passés comme d'autres peuples ont à chaque fois subi des secousses et qui ont laissé des blessures, parce que je sais que ce n'est pas seulement ce dossier très sensible et qui est important pour notre unité nationale qui se pose. Il y a d'autres aussi événements, qu'ils soient à un niveau individuel ou à des niveaux un peu moins rétrécis que le niveau individuel. Et pour ceci, je dirais que nous restons disposés à étudier tous les cas ayant été objet d'injustice. Pour finir, je préfère inviter toutes nos forces vives, aussi bien partis politiques, société civile, personnalités religieuses que vous avez évoquées, administration, et tous ceux qui peuvent, je dirais même d'ailleurs, vous inviter tous, inviter la presse justement à pouvoir accompagner et porter avec nous et avec les autres que j'ai invités ce processus. Jusqu'à présent, je l'appelle un processus, mais un processus bien avancé pour que nous le portions tous ensemble au profit de notre unité nationale, au profit de l'équité, au profit de la justice et au profit de notre cohésion nationale. C'est ce que j'ai pour moi à dire. Je ne préfère pas rentrer dans des détails. Je vous ai entendu poser des questions là-dessus, mais je pense vous avoir dit que des étapes importantes ont été déjà franchies et qu'il ne reste plus.
Nous voici à la fin de ce nouveau chapitre d'Autour de l'actualité exclusive qui revenait en intégralité sur l'intervention en langue française de la conférence de presse du chef de l'État qui aura marqué ce mois de juillet qui s'achève. Vous retrouverez à partir de ce mois d'août Abdelmajid Salem Mejbour pour d'autres chapitres sur ce qui fait l'actualité dans un nouveau format.